Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Les pays émergents sont-ils devenus une alternative à la coopération classique? Les pays africains savent-ils s'orienter vers l'émergence? Le Parti démocratique sénégalais entre courant de pensée et léthargie, quelle analyse en faire? Quel garde-fou pour la protection des données personnelles sur la toile? Pour débattre de toutes ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 9 février 2014 Mamadou Omar Ndiaye, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Témoin, et Abdoulaziz Gueye, ingénieur polytechnicien. Remue Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Dimanche 9 février 2014, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage, qui reçoit donc Mamadou Omar Ndiaye, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Témoin, et Abdoulaziz Gueye, ingénieur polytechnicien. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, on ne parle que de cela. L'émergence, ce mot est pratiquement devenu le là dans ce pays. On en parle un peu partout dans les chaumières, certainement dû au plan Sénégal émergent. Mamadou Ndiaye, quand on parle d'émergence, on pense souvent aux BRICS, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les pays africains comme le Sénégal doivent s'inspirer de ces BRICS ou bien doivent faire une coopération avec ces pays pour trouver la voie de l'émergence ou pas? Ben, je pense que disons que certains de ces pays en tout cas ont des réalités beaucoup plus proches des nôtres que par exemple les anciens colonisateurs occidentaux. Aujourd'hui, un pays comme le Brésil appartenait au tiers-monde il y a encore quelques décennies. L'Afrique du Sud est située sur notre continent, quand bien même son développement aurait été réalisé par des colons hollandais, les bourses, etc. Et donc, on peut dire que c'est en fait une enclave européenne en terre africaine, mais enfin, c'est un pays africain quand même, situé géographiquement sur le continent et peuplé majoritairement de Noirs. L'Inde, c'est la même chose. L'Inde, dans les années 60 encore, l'Inde faisait partie des pays les plus pauvres du monde et des pays les plus analphabétisés, ou en tout cas le taux d'analphabétisme était le plus élevé au monde. Et également, il y avait des famines récurrentes donc qui touchait l'Inde et donc qui n'a pu réaliser sa révolution agricole qu'à la fin des années 60, dans les années 70, etc. Mais ce sont des pays qui étaient, disons, qui avaient une situation proche de la nôtre, en ce sens que c'était des pays sous-développés, arriérés, avec des populations pauvres, souvent rurales, analphabètes, etc. Et tout ça. Donc en fait, nous, tous les boulets que l'on traîne, en fait, on les retrouvait dans ces pays qui ont su trouver en 3 à 4 décennies la voie de l'émergence et qui aujourd'hui, en fait, tapent à la porte des pays développés, etc. Et je pense qu'effectivement, on gagnerait plus à s'inspirer, encore une fois, de ces pays. Je pourrais parler également de la Corée du Sud, qui en 1980 avait un PIB, en 1960 avait un PIB inférieur à celui du Sénégal. La Chine, qui jusque, je ne dis même pas en 1960, même dans les années 1975-80, avait un PIB inférieur à celui du Sénégal et qui aujourd'hui est devenu la principale puissance économique mondiale au point d'être aujourd'hui la première créancière des États-Unis d'Amérique, etc. Et donc ces pays ont des réalités similaires aux nôtres et évidemment on gagnerait à s'inspirer de ces pays plutôt que de la vieille Europe qui a réalisé sa révolution industrielle au 18e, 19e siècle, etc. et qui est beaucoup plus avancée. Donc on mettra beaucoup plus de temps pour rattraper ce qu'on appelle le vieux continent européen.
que peut-être que de nous mettre, que de nous hisser au niveau d'émergence de pays comme la Corée du Sud, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, etc. Abdelaziz Gueye, comment se fait-il que ces pays qui avaient pratiquement un PIB inférieur au nôtre aujourd'hui soient dans cette situation d'émergence et que nous, pays africains comme le Sénégal aujourd'hui, sommes dans cette situation encore de pauvreté crasseuse? Merci Alassane. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer un de vos éminents confrères que j'ai toujours lu, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois. Je salue aussi tous vos auditeurs en passant. Donc, sur la question que vous me posez, je pense que on peut répondre, je ne sais pas, à la Saloum, hein, en disant que je pense que fondamentalement nous ne sommes pas sérieux. Nous, en tout cas nous Sénégalais, je ne peux pas parler pour les autres Africains que je connais très peu, mais je considère que nous Sénégalais, nous ne sommes pas sérieux. Je vais prendre un exemple simple. Nous avons célébré l'anniversaire du décès du professeur Cheikh Anta Diop il y a 2 ou 3 jours. Je crois que c'est passé même inaperçu. Si vous parlez aux jeunes générations, si vous leur parlez du pharaon noir, ils ne sauront pas de quoi vous parlez. Quelqu'un qui a passé sa vie à montrer que nous ne sommes pas, nous n'avons pas été les derniers, nous ne sommes pas les derniers, nous sommes dotés de capacités intellectuelles et morales pour avoir été au cœur de la civilisation. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'a jamais existé, même pour nous Sénégalais. C'est ce que j'appelle ne pas être sérieux. Même sur le plan Sénégal émergent que vous avez évoqué tout à l'heure, je crois qu'il y a 2 mois, vous journalistes aviez rendu compte d'un séminaire gouvernemental qui s'est tenu au Méridien Président. 2 mois, c'est pas loin. Séminaire au cours duquel les ministres du gouvernement avaient tiré à boulet rouge sur cette création, ce monstre, cette pieuvre qui avait été générée on ne sait où. Bon, par des groupes, on ne peut pas dire mafieux, mais bon, on ne comprend pas comment on peut considérer que théoriser le développement est l'affaire des autres pour nous. Quelqu'un peut être, même si les Sénégalais basés à Paris ou Washington ou tout, quel que soit, il ne peut pas être assis là-bas dans son fauteuil et savoir ce qui est bon pour nos jeunes frères de la Gueule-Tapée. C'est impossible. Pas parce qu'il a un cerveau moindre que le mien, mais parce que ces jeunes frères que je côtoie tous les jours, ils ne vivent pas la même réalité. Ils ne savent pas quels sont les problèmes. Ils ne savent pas. On peut pas. Le développement, ça ne se décrète pas. Si c'était des prières, etc., nous avons, on ne va pas dire des prophètes, mais nous avons un nombre d'hommes saints à l'hectare supérieur à tout ce qui se fait en Afrique de l'Ouest. Peut-être que ça ne se décrète pas comme ça. Moi, je considère que fondamentalement, en lisant ce document d'ailleurs, vous verrez que nous ne sommes pas sérieux en plus. Vraiment, c'est un chapelet d'intention, de prophétie, le Sénégal va faire. Comme ça, quelqu'un se réveille et puis écrit que ça va se passer comme ça. Bon, on voit bien, hein, les Sénégalais sont très forts dans la génération spontanée. On dit, moi j'ai jamais vu, mais il paraît que vos parents alpulaar là sont moins forts qu'eux. Mais à part faire appel aux saltigués, je ne vois pas comment on va faire de l'émergence. Si on veut copier ces pays du BRICS, il faut que nous soyons d'abord un peu plus sérieux. Voir eux, qu'est-ce qui les ont réellement motivés. 2, il faut que nous soyons un peu plus patriotes, un peu plus généreux, aurait dit Cheikh Anta Diop, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette génération. Pas comment on va faire pour collationner des électeurs, comment on va faire pour massifier un parti, comment on va faire pour caser un personnel politique. C'est une vision à très court terme. Ces pays se sont développés sur un horizon de 20 ans. Aucun des personnages politiques que nous avons n'a une vision de 20 ans. Même de 5 ans, c'est beaucoup. Ils essaient de passer la prochaine élection, qui a lieu tous les 2 ou 3 ans. Que ce soit législative, locale ou présidentielle. Chacun essaie de régler son problème. Il parle de plan jusqu'à 2063, hein, avec le Sénégal émergent. Bon, moi j'ai lu le document. Je l'ai cherché d'ailleurs partout. J'ai fait introuvable. En tout cas, j'ai dû utiliser des sous-marins pour avoir une copie. Je ne sais même pas si c'est la bonne. Bon, il y a des symboles de l'État là-dessus. Donc je l'ai eu par un canal officiel. Donc je suppose qu'il est bon. Mais ce n'est pas comme ça qu'on décrète un développement. C'est pas comme ça qu'on décrète un développement de l'agriculture. Je peux vous lire un certain nombre, mais c'est ahurissant que de penser que bon, on va créer 50 exploitations familiales rurales pendant je ne sais pas combien d'années et puis ça va régler le problème. 94% selon la fonction de l'agriculture au moins de ces exploitations familiales rurales. Bon, vous en créez 50 et vous dites que vous allez faire que... Vous vous moquez de qui? On peut les prendre un à un.
vous voulez faire de l'autosuffisance en riz, vous n'avez pas le choix. Si vous ne faites pas l'autosuffisance en riz, il y aura une autre ici. Parce que le commerce du riz est en train de décliner depuis les 10 dernières années. Le commerce mondial du riz. Si les gens ne produisent pas de riz, vos parents là ne mangeront pas de riz. On a les conditions pour faire du riz. On a de l'eau, on a des terres, on a du soleil. Voilà les 3 conditions pour faire de l'agriculture. Voilà le moteur biologique que Dieu a mis à nos dispositions. Mais c'est pas en jouant, en essayant de paraître plus beau qu'on est, en essayant de trouver la bonne phrase, qu'on va être content d'aller au groupe consultatif à Paris. Tout ça, pour se taper la poitrine en disant que bon, nous avons été à Paris, nous avons obtenu 1800 milliards. Regardez le groupe consultatif pour la Côte d'Ivoire. Vous verrez que nous manquons sincèrement d'ambition. Pour la jeunesse sénégalaise, 64% de la population, 64% de la population à moins de 25 ans. Pour ces gens, qu'est-ce que nous allons leur dire? Simplement que nous allons à Paris, nous allons parler à des partenaires techniques et financiers. Chacun est content tout le monde fait des pieds et des mains pour être à cette réunion. Après, j'ai eu la malchance d'assister à une de ces réunions en 2003. C'est de la vaste blague. C'est du théâtre. Ça sert strictement à rien. Il faut d'abord que nous croyions en nous-mêmes, à nos talents, à nos valeurs, avant de pouvoir demander à quelqu'un. Je terminerai pour citer un poète grec qui disait que il n'est de vent favorable pour qui ne sait où il va. Si vous ne pouvez pas dire que vous allez à Saint-Louis, personne ne peut vous indiquer le chemin. Absolument. Il faut pouvoir dire que vous voulez aller à Saint-Louis. On peut vous dire, il faut passer par Mboro, par ceci, par cela. On peut vous donner en fonction de vos problèmes, de vos moyens. Si vous avez un âne, un cheval, une voiture, un avion, comment il faut faire? Mais si on ne sait pas où est-ce que vous allez, il n'y a pas de chemin pour vous. Morobandia, dans votre dernier papier, d'ailleurs, vous disiez que les rencontres concernant les clubs de Paris et de groupes consultatifs, les annonces sont là, mais avant que l'argent soit décaissé, qu'il soit effectivement dans les caisses, mais il y a un temps fou. Mais c'est un parcours du combattant, absolument. Parce que tout simplement, le Sénégal a été à plusieurs groupes consultatifs, mais en réalité, si par exemple on examine bien les choses, le groupe consultatif auquel avait assisté Idrissa Seck, mais jusqu'à présent, il y a des financements que le Sénégal n'a pas encore encaissés. Je ne parle pas du dernier groupe consultatif qui avait été conduit par Hadjibou Soumaré et auquel j'avais assisté en tant que journaliste, que j'avais couvert en tant que journaliste. Je ne parle même pas de celui-là. Je parle de l'avant-dernier que Idrissa Seck avait conduit. Et donc aujourd'hui, les Occidentaux, ils excellent dans les affaires d'annonce. Vous venez, vous cherchez 1800 milliards ou 3000 milliards, ils se réunissent le tour de table, chaque bailleur prend la parole, il vous donne 5000 milliards. Mais vous ne toucherez jamais les 1000 milliards. Vous ne les toucherez pas. Sur les 5000 milliards qu'ils vous ont promis, vous ne toucherez pas. Parce qu'ils vont multiplier les conditionnalités. Ils vont vous demander, il faut légaliser l'homosexualité, il faut réaliser l'égalité parfaite des genres, il faut que les droits de l'homme soient respectés, il faut mettre en place des codes des marchés publics, il faut des appels d'offres, il faut ceci, il faut cela, etc. Et tout ça. Et finalement, vous passerez votre temps à essayer de franchir ces obstacles. Vous n'y parviendrez jamais. Et après, ils vont vous dire, c'est vous qui n'avez pas su remplir les conditionnalités et vous n'avez pas une administration efficace pour décaisser l'argent suffisamment tôt, et finalement ça finit par retomber dans des fonds communs, et ensuite on va essayer de négocier pour renouveler, etc. Vraiment c'est une sorte de miroir aux alouettes. Mais vous dites dans votre papier que l'alternative c'est la Chine aujourd'hui qui ne pose pas ces conditionnalités. Mais absolument. Qui dit aux Africains on a des moyens, vous les chercher. Mais absolument. Moi, pour qui me connaît, je ne suis pas un supporter béat de la République populaire de Chine, parce que tout simplement je faisais partie de ceux qui avaient à l'époque condamné la rupture des relations diplomatiques avec Taïwan, parce que tout simplement j'estimais que Taïwan avait fait énormément de choses pour le Sénégal et était aussi très pragmatique. Donc je ne suis pas un supporter béat de la République populaire de Chine, etc. La preuve d'ailleurs, bon, je suis un peu boycotté par l'ambassade de la République populaire de Chine qui me perçoit comme un dangereux pro-taïwanais, etc. Mais en fait, il faut reconnaître ce que Beijing fait pour l'Afrique. Aucun pays occidental ne le fait, parce que c'est des gens qui sont concrets. Ils vous disent,
soumettez-nous vos projets, nous vous les finançons. Et il n'y a pas de conditionnalité. On ne va pas vous demander d'organiser des élections à date issue, on ne va pas vous demander, je ne sais pas moi, de donner des droits à votre opposition, on ne va pas vous demander de lancer des cours des marchés publics, etc. Ou même pour aujourd'hui, pour un petit marché de 3 millions de francs dans les ministères, il faut lancer des appels d'offres à n'en plus finir, etc. Bon, c'est-à-dire qu'on nous lie les mains aujourd'hui sans pour autant que le jeu envahisse la chandelle. Parce qu'ils ne nous donnent pas de l'argent, ils ne vont pas lâcher de l'argent parce que les pays occidentaux sont eux-mêmes en crise. Et ils se tournent vers la Chine, justement pour se l'enflouer. Non seulement la Chine sur le plan bilatéral, donc leur consent des crédits, mais en plus la Chine est en train de racheter à tour de bras des industries installées sur le vieux continent en Europe, etc. Et l'Europe aujourd'hui est dans une situation de nécessité, tout comme l'Afrique, etc. Donc pourquoi ne pas se tourner vers des pays émergents comme la Chine, comme la Corée du Sud, comme la Malaisie, comme Singapour, etc., qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui regorgent vraiment de liquidités, qui ont des milliards de dollars à ne pas savoir quoi en faire, etc. Mais les Occidentaux, ils vont nous retarder. Comme l'a dit M. Gueye, on va bomber le torse à Paris, etc. On va dire, ah oui, on a obtenu, etc. Mais cet argent, on n'en verra jamais la couleur. On n'en verra jamais la couleur. Et aujourd'hui, la manière dont on prépare, l'enthousiasme avec lequel on prépare aujourd'hui le plan sénégalais. Pas le plan sénégalais, le groupe consultatif, etc. Chacun veut y aller, etc. Et ça me rappelle quoi? D'ailleurs, je le disais l'autre jour à un de mes collaborateurs qui s'est marré, etc. Je dis, c'est le Bercy de l'économie. Parce que quand il y a donc le show de Youssou Ndour à Bercy, tous les Sénégalais, tous les Dakarois qui traînent, chacun te dit, Mangi dem Bercy. Les petits comédiens, les petits animateurs, les petits danseurs, les petits chanteurs, tout le monde va te dire Bercy bi du ma ko rater. Et aujourd'hui, tout le monde dit le groupe consultatif. Ah non, je ne vais pas rater le groupe consultatif. Ah, on va y aller, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Et en réalité... Et ces déplacements ont un coût d'ailleurs. Ces déplacements ont un coût. Après, on va revenir bomber le torse en disant, ah, on a décroché 3 000 milliards, etc. C'est parti, le Sénégal va être lancé. Et puis on va être là à attendre que l'argent arrive. On attendra jusqu'en 2017. On ne verra aucun franc, etc. Alors que c'est pourquoi j'ai dit que moi, au contraire, il faudrait fonder beaucoup plus d'espoir sur le voyage que le président de la République va effectuer en Chine, plutôt que sur ce groupe consultatif à propos duquel il y a autant de tintamarre et qui, finalement, comme la montagne, risque d'accoucher d'une souris. Oui, mais Aziz, c'est ça le gros débat. Pourquoi les Africains aujourd'hui, les Sénégalais ne sont pas pragmatiques dans cette coopération? Quand la Chine est là, elle veut donner, ou bien elle a des financements beaucoup plus flexibles, les gens sont obligés de se tourner vers des financements qui sont compliqués, peut-être qu'ils ne vont pas venir de sitôt comme l'a dit Modou Bandé. Qu'est-ce qui se passe? Non, pour moi, c'est ce... Bon, je l'ai appelé tout à l'heure un manque de sérieux, un manque de patriotisme, un manque de vigilance, un manque de clairvoyance. Je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Vous savez, pour pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord être capable de le poser. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend à l'école de... Est-ce que les pays occidentaux ne tiennent pas nos dirigeants aussi quelque part à travers la barbichère qui les empêche de prendre des décisions pour le pays? Je ne sais pas comment ça se dit en polar, mais en Wolof, on dit ni de rien faire de. Il faut quand même un minimum. Tu ne peux pas aspirer à présider les destinées des 12 500 000 ou 13 millions de Sénégalais et puis dépendre d'un... Bon, je ne veux pas encore revenir sur ces épisodes, mais non, même ça, ce serait bien. L'ambassadeur? Non, d'un petit technicien quelconque là de 25 ans qui va venir nous dire, parce que la conduite de Kermou Marsar a pété, quelqu'un va venir nous faire la leçon sur le site de Kermou Marsar. Et notre président est fier le lendemain de dire que j'ai fait appel au président François Hollande pour qu'il nous envoie la culotte qui a été déchirée. Au même moment, un Sénégalais, bon teint, bon genre, habitant que Modoufal, derrière Sagata, réalise la culotte, on n'en parle pas. Mais là, il n'y a que fait de là. Je ne sais pas, hein, c'est pas un problème de... bon, chez les Olaf, on dit aussi, vous devez me guisser le olé. Bon, il y a tout. Mais c'est nous. C'est pas les Occidentaux, c'est pas les Chinois, c'est pas les Japonais. C'est quoi, c'est un problème psychologique? Non, je pense qu'on n'a pas encore eu les dirigeants patriotiques, généreux, qui veulent que leurs petits-enfants puissent dire que, ah, ça,
mon grand-père Alassane Samba avait travaillé pour que moi je puisse avoir mon lopin de terre, ou que je puisse envoyer mes enfants à l'école, ou que je puisse regarder un Chinois, un Japonais, un Maghrébin, quel qu'il soit, les yeux dans les yeux. Si, je pense que le jour où on se rendra compte que le développement est une affaire endogène, les autres, ils vont essayer de pousser sur la voiture. Mais si vous ne mettez pas de gasoil dans la voiture, on ne peut pas vous pousser bon tac. C'est impossible. Les 1800 milliards qu'on va chercher, qu'on trouvera, bon, Mamadou Omar a décrit à suffisance le théâtre du groupe consultatif, c'est vraiment c'est exactement comme Bercy, hein, avec les leads vocales, il y a tout là. C'est la même chose. Même les deux dans l'hôtel, il y a tout. Oui, absolument. Il y a tout. Si celui qui n'a pas été au groupe consultatif, s'il a été à Bercy, c'est la même chose. Ce que vous avez montré là dernièrement, c'est la même chose. Il n'y a pas les caméras, c'est ça la différence. Mais le reste est identique. Maintenant, que les gens vont prendre des engagements, on ne nous dira pas quel est l'engagement nouveau, quel est l'engagement qui a déjà été pris. Et, au groupe consultatif de 2003, 60% des engagements étaient des engagements déjà pris. Ouais. Le gars, il le renouvelle, mais on ne le dit pas. 65%, pardon. Absolument. Il n'y a que 35% d'engagement nouveau. Absolument. Les 35% d'engagement nouveau, il y a maintenant 100% d'obstacles à franchir. C'est ça. Impossible à franchir. Impossible à franchir. Il a parlé de la légalisation de l'homosexualité. Ça va être posé sur la table. Vous pensez que quelqu'un un dirigeant sénégalais, africain, ça, va venir diriger? Non. Impossible. Non, c'est pas la peine qu'on rentre dans ça. Parce que David Cameron l'a dit la fois dernière, le Premier ministre britannique, qu'il faut lier le développement maintenant. Obama l'a dit en premier. Obama a même dit à Davos que bon, il n'a pas apprécié la réponse qui a été servie à Dakar. Absolument. Ça veut dire que mais, ça c'était un agenda pour eux. Mais est-ce que nous on a un agenda? Est-ce que quelque part on a dit que bon, la France a voté la légalisation du mariage entre hommes? Quand deux Sénégalais se marient en France, qu'est-ce que c'est pour le Sénégal? Dans notre corpus juridique, on a prévu une transcription d'un certificat de mariage au consulat et à l'ambassade. Mais est-ce que ça, on va le transcrire? Il va y avoir... Tout ça nous interpelle. Non. 1800 milliards, nous pouvons les trouver à l'intérieur du Sénégal. Nous n'avons pas besoin de la Chine, du Japon, de la Corée, du Portugal. On n'a pas besoin de tous ces gens pour développer notre agriculture. Il faut que nous sachions par où on doit passer. Quel est le problème? Quels sont les problèmes? Et on les pose sur la table, on essaie de les résoudre. Si le niébé, c'est du niébé pour nous. C'est pas le niébé vous savez ce que vous en faites au Fouta là. Vous avez 8 ou 10 variétés de niébé. Chaque variété avec sa période de culture, avec sa période de récolte, avec son usage culinaire, son usage pour l'alimentation de bétail, etc., etc. Dieu ne nous a pas créés dans un désert. Ce que nous avons et que nous pouvons exploiter, il faut d'abord que nous commencions par exploiter ça. Après maintenant, nous pouvons demander de l'appui pour ceci, pour cela. Ça part de l'agriculture, de l'éducation, de la santé. C'est quand même pas compliqué comme triptyque pour l'équation. Qu'est-ce qu'il faut et comment il faut le faire? Mais si pour nous, tant que quelqu'un qui rougit ne vient pas nous dire bon, ce que vous faites là, c'est pas bon, il faut faire ça. On a vécu les programmes d'ajustement structurel, on a tout vécu. Il n'y a jamais eu de résultats et je prends les paris ici pour dire qu'il n'y en aura jamais. Le développement, c'est une affaire endogène. Ce qui est bon pour le foot, ce n'est pas quelqu'un qui vient du Massachusetts qui pourra le dire. C'est impossible. Mais dans votre papier aussi, vous dites qu'il faut aussi compter sur des Sénégalais qui croient au travail. Dans un pays aussi où la paresse est érigée en vertu, c'est justement ça. C'est un problème aussi. C'est même quand j'ai dit que je ne crois pas à l'émergence. Je ne crois pas à l'émergence telle qu'on nous la présente. C'est-à-dire que même si par extraordinaire, les Occidentaux, cette fois-ci, ils nous disaient, il n'y a pas d'obstacle. Voici l'argent ici, voici 1800 milliards, on vous les donne, on décaisse tout de suite. On ne se développerait pas pour autant. Pourquoi? Parce que les Sénégalais ne travaillent pas. Nous, Sénégalais, ne travaillons pas. Nous sommes roublards. Nous sommes paresseux. Nous sommes indisciplinés. Nous ne travaillons pas assez. Nous ne croyons pas à la valeur du travail. D'ailleurs, la preuve, on dit que Khalis Kendoukou Ligay. Et c'est ça, en fait, qui est ancré dans la mentalité des gens. Et ensuite, on a un pays où il y a des couches parasitaires, des marabouts qui ne travaillent pas, qui vivent grassement. On a des griots. Aujourd'hui, il faut voir les grands griots de Dakar. Ils roulent dans des véhicules que toi, Alassane, qui travaille matin, midi et soir, que
l'ingénieur, M. Gay, que moi, nous n'avons pas. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui passent leur temps à flatter les autres, etc. Bon, c'est vrai que La Fontaine a dit que apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mais aujourd'hui, ce sont des couches parasitaires qui aujourd'hui vivent le mieux et qui vivent dans l'opulence, pendant que ceux qui triment sous le soleil, comme par exemple les paysans, ils cultivent pendant 3 à 4 mois sous le chaud soleil, etc. Et après, ils ne peuvent même pas vendre leurs graines. Parce que tout simplement, regardez la campagne arachidière. Elle est catastrophique. Les paysans ont leurs graines qu'ils stockent, qu'ils ne peuvent pas écouler, etc. Alors que ça, quand même, c'est une couche laborieuse. Ce sont des gens qui travaillent dur pendant 4 mois, qui n'arrivent pas à vivre de leur labeur. Pendant ce temps, on a des marabouts qui sont courtisés, etc. Regardez, qu'est-ce qu'il y a de plus inéquitable que le projet gouvernemental dit de modernisation des cités religieuses. Au lieu de mettre toutes les cités sur le même pied d'égalité et de les développer en fonction de leur importance démographique, comme à l'époque des socialistes, il existait un plan conçu par Mamoudou Lamine Loum qui visait d'abord à moderniser les capitales régionales, ensuite les capitales départementales, ensuite mettons les villes qui ont 50 000 habitants ou bien 100 000 habitants, ensuite 50 000, on descend, etc. Et tout, on dit non, on va moderniser les cités religieuses. Tout simplement parce qu'on tient dans ces cités religieuses une fois par année un gamou, un magal qui va durer 3 jours, 4 jours, etc. Et on va mettre là-bas des infrastructures, mais surdimensionnées par rapport aux capacités économiques de ces cités religieuses, etc. Et ensuite, ce qu'il y a le plus injuste, c'est quoi? C'est que dans ces cités religieuses, on ne paye pratiquement pas d'impôts. On va prendre des impôts de ceux qui payent, de ceux qui respectent leurs devoirs civiques, qui s'acquittent de leurs devoirs civiques, etc., qui payent les impôts dans les grands centres urbains comme Dakar, etc. On prend ces impôts, on va moderniser des cités où les gens refusent obstinément de payer l'impôt. Mais ça, non seulement c'est inéquitable, mais même c'est contraire à la Constitution. Et voilà aujourd'hui qu'on prétend développer ce pays, etc. Et ensuite, ce pays recèle d'anachronisme, mais extraordinaire. Regardez, pour prendre un exemple vraiment banal, allez dans les gares routières. Quand vous allez dans les gares routières, vous avez les chauffeurs qui ont leurs véhicules, qui conduisent, qui font l'interurbain, Dakar Kaolack, Dakar Thiès, Dakar Ziguinchor, etc. Ou bien même qui font le transport urbain, Ngor Ouakam, etc., Grand Dakar Sine, etc. et tout. Mais vous avez à côté des coxeurs qui n'ont pas de véhicule, qui ne conduisent pas. Et ces coxeurs, ils rançonnent les chauffeurs et ils vivent mieux que les chauffeurs. Or, le coxeur, il est là, il ne conduit pas. C'est soi-disant un chauffeur qui a perdu son emploi ou qui a pris sa retraite, etc. Il est là. Il est à l'ombre. Il y a souvent un abri qui est là, etc. Il est à l'ombre, il a un cahier vieux là, etc. Ou bien une sorte d'alloueur. Il écrit les départs, les arrivées. Il rançonne, il vit mieux que le chauffeur qui conduit toute la journée jusqu'à la nuit, qui n'arrive même pas à avoir, etc. Et ensuite, il y a autre chose. Toujours pour parler vraiment de ce monde des transports, interlopes, etc. Allez dans tous les quartiers. Il y a des garages informels. Garage d'Aérelao, garage de Woudourou, garage de tel. Alors qu'il y a des gares routières. Les gens, au lieu d'aller garer leurs véhicules dans les gares routières, de payer les taxes, d'embarquer à partir des gares routières, chaque petit féodal, il a ses 2 ou 3 cars qu'il gare devant chez lui. Et c'est le garage d'Aérelao, c'est le garage du village de Alassane Samba Diop, dans les quartiers. Et ça crée vraiment une insécurité totale, parce qu'après tu as des apprentis chauffeurs, tu as des coxeurs, tu as des gainsmen, etc. dans les quartiers même. Et aucun préfet, aucun sous-préfet ne met de l'ordre dans ça, pour intimer l'ordre à ces gens d'aller rejoindre les gares routières, etc. Et ensuite, ces mêmes coxeurs, quand il y a une tentative de modernisation, enfin je prends ce métier, mais j'aurais pu prendre tous les autres métiers, etc. Quand il y a une gare des beaux maraîchers, etc., une gare ultra moderne, ils font une grève. On ne va pas y aller parce que tout simplement, eux, ils ne peuvent plus continuer à exercer leurs activités mafieuses, etc. Dans tous les domaines, c'est valable. Les Sénégalais ne travaillent. Et regardez ce qui se passe à l'université. Jusqu'au mois de février, les étudiants refusent d'aller en classe, soutenus en cela, en sous-main par leurs enseignants, etc. Or, aujourd'hui, tous les pays qui ont réalisé l'émergence, ils ont pu le réaliser grâce au savoir. Grâce au savoir. Aujourd'hui, quand vous allez en Corée du Sud, regardez ces ordinateurs qu'on a ici, dans vos studios. Ils ont été fabriqués par la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud a maîtrisé le savoir. Et aujourd'hui, la Corée du Sud bat les États-Unis sur le plan informatique, sur le plan des smartphones, etc. et tout ça, parce qu'ils ont acquis le savoir. Aujourd'hui, plutôt que d'accélérer la cadence
pour encore mieux maîtriser le savoir. Au contraire, l'université Cheikh Anta Diop, dont la devise est luxe mais à l'ex, la lumière est ma loi, etc. Mais allez-y, aujourd'hui c'est l'obscurantisme qui y prévaut, avec des daïras par-ci, etc., des regroupements villageois, des machins, et les élèves, les étudiants refusent d'aller en classe, ils refusent d'étudier. Comment comptez-vous développer ce pays? Allez dans le domaine de la santé. Partout dans les hôpitaux, c'est des grèves pour des primes de motivation. Mais si on a besoin de primes, d'être motivé, de toucher des primes pour être motivé, alors qu'on ne travaille même pas, ou alors des primes de productivité alors qu'il n'y a pas de productivité, les gens ils passent leur temps à se tourner les pouces, à faire la grève. Comment voulez-vous développer ce pays dans ces conditions, quand les gens ne travaillent pas, quand ils ne sont pas disciplinés, quand ils n'épargnent pas? Parce que c'est l'épargne aussi, comme l'a dit le professeur. Les 1800 milliards, si les Sénégalais faisaient de l'épargne, on pourrait les trouver facilement dans nos établissements bancaires. Mais encore faudrait-il que les gens, ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens, qu'ils épargnent une partie de leurs revenus, etc. C'est à partir du travail, c'est à partir de l'épargne, c'est à partir du civil fiscal, c'est à partir de l'éducation qu'on développe le pays. Et aussi à partir du moment où on consomme ce qu'on produit et où on produit ce qu'on consomme. Mais tout cela, malheureusement, on a pris exactement le chemin inverse de l'émergence comme je l'ai écrit. Aziz Mamadou Mandé a fait un diagnostic pratiquement sans complaisance de la marche du pays. Ça nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat par rapport aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais qui était là, parti au pouvoir, aujourd'hui parti d'opposition, qui est quand même pour la démocratie important qu'il y ait des partis solides, mais je l'ai traversé par des courants. Est-ce que vous pensez que le PDS est en léthargie? Bon, le PDS, je ne suis pas un spécialiste politique, hein, donc là, je considère que mon ami Al-Sad me pose une question piège. Bon, le PDS a gouverné ce pays pendant 12 ans. Le résultat, c'est vraiment un euphémisme de dire que ce résultat n'a pas été à la hauteur des attentes des Sénégalais qui, en votant en 2000 pour le départ du PS, avaient placé beaucoup d'espoir en ce vieux président qui, malheureusement, nous a dribblés. Nous a vraiment dribblé au dernier moment. Une démocratie, évidemment, pour qu'elle soit vivante, a besoin d'une opposition forte. Je ne pense pas que ce soit le cas à l'heure actuelle, bien que je ne sois qu'un observateur. Est-ce que cette opposition pour le débat, comme l'a dit Nourou, c'est des questions essentielles aujourd'hui? L'urgence de développement du pays, et que ce n'est pas de positionnement politique. Moi, je pense que le Sénégal est piégé par une autocratie politique. Il y a des gens qui sont des professionnels de la politique, qui vivent de la politique, qui en dehors de la politique ne représentent rien. Si vous les sortez de cet habit, ils seront nus. Et donc ça, je pense, hein, ça c'est un avis, c'est vraiment pas des études ou une réflexion très poussée. Je pense que nous sommes piégés par cette autocratie politique et c'est même contraire à ce que nous sommes fondamentalement. Le culte du travail a été magnifié par tous les grands saints que nous avons ici. Le travail a valeur du zikr. Le travail est élevé en rang supérieur à celui de la prière en islam. Et pourtant, donc, cette autocratie politique n'est pas là pour les intérêts du plus grand nombre, mais pour des intérêts de caste, des intérêts individuels. Et je crois que ça, c'est un piège duquel on devrait s'extraire pour pouvoir amorcer le virage du développement et éventuellement pouvoir espérer pour l'émergence. Mais tant que des gens comme vous ne prendront pas le pli de dire que, bon, écoutez, il faut à un moment donné qu'on se batte avec les mêmes moyens qu'eux. Parce qu'on a été aux mêmes écoles, la plupart d'ailleurs on a été à des écoles, eux ils n'ont pas été. Ils ne peuvent pas se réveiller du jour au lendemain parce que, bon, dans mon quartier ici ou à Saint-Thiaba à Ziguinchor, quelqu'un qui, à force de ne rien faire, se trouve une vocation pour pouvoir sauver tout le monde, aider l'ensemble. Je crois que c'est anachronique. Et ça, on ne pourra pas amorcer le virage du développement avec des gens qui, pour la plupart, peut-être ce n'est pas le cas pour tous, mais pour 90% d'entre eux, sont incompétents. Il n'y a pas de demi-mot pour le dire. Ils sont incompétents. Ils ont peut-être des talents, mais ils sont incompétents pour pouvoir amener le pays sur des rails de développement. Ils ont maintenant des talents de faire croire au prince qu'il est plus beau qu'il n'est, de faire... Et c'est les mêmes, si vous regardez, qui considèrent que l'engagement politique est un habit qu'on peut enlever parce que, bon, au gré des changements de courant, le PDS ne peut pas être une alternative. Il n'a pas été un bon modèle à fournir à nos jeunes frères, à nos sœurs et nos cousins et nos nièces. Je ne pense pas qu'il puisse aujourd'hui réclamer
une quelconque part dans ce débat-là. Je crois je n'ai pas de leçon à leur donner, hein, mais je crois qu'il faudrait mieux de mettre la pédale douce. Maintenant, c'est vrai qu'on est encore dans le désert et on attend encore. Je ne crois pas au Messie, je ne crois pas à l'homme providentiel, je ne crois pas aux capacités des saltigués à nous sortir quelqu'un from the scratch. Je crois à une dynamique d'ensemble, à un effet de groupe, à une masse critique, à des gens imbus de valeurs, de citoyenneté, de civisme. Je m'excuse encore de citer le professeur Charanta, mais des gens qui peuvent se reconnaître à travers tous ces combats. On peut ne pas citer Charanta, on peut citer Théophile Obenga ou d'autres, pour dire qu'il y a des gens qui pensent que nous pouvons y arriver, qui pensent que le chemin, il est semé d'embûches, il n'est pas facile. On ne doit pas se demander si ce résultat est pour nous, comme disait Mandela. Mais c'est un exemple qui mériterait d'être étudié pour tout le monde, pour les jeunes générations. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui, qui doivent se lever pour dire que, écoutez, nous devons maintenant apporter notre pierre à l'édifice, nous devons contribuer à faire de ce pays quelque chose. La diaspora sénégalaise, si on regarde les talents, les capacités individuelles des Sénégalais, mais on a à rougir devant aucun peuple au monde. Devant aucun peuple au monde. Pourtant, notre agriculture ne nous nourrit pas. Si quelqu'un dans le foot fait de l'oignon, il va être obligé de le vendre à 20 francs. On va continuer à importer de l'oignon hollandais, à subventionner les paysans hollandais, alors que le paysan de Aérelao est en train de souffrir le martyre, etc., etc. Mais ces questions doivent être posées par quelqu'un. Ces questions doivent pouvoir être débattues. Comment devons-nous faire? Nous n'avons pas de pétrole, certes, mais nous avons des idées, nous avons des compétences, nous avons des marabouts. Mais nous ne pouvons pas, cette classe maraboutique qui fait le contraire de ce que les aïeux ont fait. Leurs aïeux, leurs propres aïeux, de ce qu'ils se réclament pour pouvoir prétendre à ces prébendes. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse dire, écoutez, nous savons lire et écrire. Nous pouvons déchiffrer les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba pour pouvoir dire que mais vous n'êtes pas dans la tradition du soufisme initié par Cheikh Ahmadou Bamba. Et en quoi maintenant vous êtes redevable? Parce que simplement vous vous appelez Mbaké, mais moi je m'appelle Guy. Et quoi? Non. On ne peut être redevable que si vous êtes sur le chemin tracé par le Saint-Homme. Sans quoi, mais vous êtes comme... Vous passez derrière, quoi. On avance à Alassane Samba qui, lui, est plus en conformité avec ses... Est-ce qu'aujourd'hui le PDS peut une alternative par rapport au champ politique au Sénégal? C'est une question difficile. Mais disons que alternative, le PDS vient d'être alterné. Il vient d'être alterné, donc lui-même, il doit se reconstruire en tant que parti. Or, aujourd'hui, en fait, le PDS, ce qui existe, c'est qu'il y a des hableurs qui investissent donc les studios de radio, les plateaux de télévision, etc., ou qui squattent les colonnes des journaux, etc. Mais en réalité, le PDS en tant que tel n'existe pas aujourd'hui. Il y a des individualités et tout, mais ces instances n'ont pas été renouvelées depuis des décennies. Parce que pendant toute la période, pendant tous les 12 ans que le PDS durant lesquels le PDS a exercé le pouvoir, il n'y a pas eu de renouvellement des instances. Il y a eu une seule tentative et qui finalement a été stoppée quand il y a eu des remous, notamment à Kébémer, etc. Le président Wade a été obligé de tout stopper. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'instance à proprement parler. C'est comme l'APR, mais l'APR a pour lui peut-être la jeunesse. Donc l'APR n'existe que depuis 5 ans, je crois, et n'a pas eu le temps de monter ses instances. Excroissance du PDS aussi, hein? C'est une excroissance. Mais il y a l'excuse de la jeunesse, etc. Alors que le PDS n'a jamais renouvelé ses instances. Il faudrait que le PDS fasse comme le Parti Socialiste avait fait quand il a perdu le pouvoir. Il a vendu des cartes, il a renouvelé ses instances du comité jusqu'au bureau politique et il a il a mis en place donc de nouvelles institutions, comité, etc., fédération, comité central, bureau politique, etc. Et puis Ousmane Tanor Dieng a été reconduit. Et aujourd'hui, le Parti Socialiste a pratiquement terminé ces nouvelles opérations de renouvellement, etc. et s'apprête à aller à un congrès. Mais il faudrait que le PDS en passe par là aujourd'hui. Et il faudrait que le président Abdoulaye Wade accepte de considérer son parti quand même comme une association démocratique et qu'il ne le considère pas comme un patrimoine personnel, etc. Est-ce qu'il peut le faire quelque chose de pérenne aujourd'hui avec la traque de Obiang Malaki?
Et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PDS est plombé par cette traque au bien mal acquis. Mais enfin, c'est pas tout le monde qui a quand même volé l'argent du peuple, etc. Il y a des gens qui n'ont pas géré de l'argent à proprement parler. Il faudrait s'appuyer sur ces gens. Parce que aussi, autant le PDS aujourd'hui est décimé par la traque des biens mal acquis, autant, comme on dit, les champions du PDS songent à se défendre aujourd'hui, bon, plutôt qu'à donner des coups, etc. Mais autant il faudrait que ceux qui n'ont rien à se reprocher, etc., qu'ils entament la restructuration du parti, ce qui passe donc par la constitution de comités, etc., de fédérations. Mais il faut restructurer ce parti, aller à un congrès et élire des instances légitimes aujourd'hui. Mais c'est Wade qui tient les rênes du PDS jusqu'à présent. Les gens, ils lui rendent compte de toutes leurs activités et c'est lui qui donne des instructions, etc. Bon, apparemment, il rêve de léguer ce parti à son fils, etc. Mais est-ce que les militants du PDS, les vrais démocrates, ils accepteront cette dévolution du PDS, etc. C'est ça aujourd'hui la question. Mais dans tous les cas, le PDS ne peut pas faire l'économie de monter ces instances, de les renouveler, etc. et de se doter d'instances légitimes. Ça commence par là, avant de songer à aller à la reconquête du pouvoir. Sinon, vraiment, c'est une fuite en avant, c'est une politique de l'autruche qui ne mènera pas bien loin parce que, tout simplement, toute sa tête aujourd'hui est menacée, effectivement, par cette offensive des juges pour traquer les biens mal acquis, parce que malheureusement les gens ils n'ont pas eu une gestion vertueuse quand ils étaient au pouvoir. Il y a aussi la gestion des données personnelles au Sénégal. La situation a été posée, la question a été posée, on voit aux États-Unis ce qui se passe avec l'espionnage à grande échelle. Est-ce qu'au Sénégal aujourd'hui on peut nous avoir le moyen de se protéger contre cet espionnage-là sur Internet et tout ce que nous faisons? Non, technologiquement non, nous ne sommes pas. Si les États-Unis ont été capables d'écouter le téléphone d'Angela Merkel, c'est pas le téléphone d'Alassane Samba qui va les déranger. Non, du président Macky Sall. Oui, je crois que ce n'est même pas leur besoin. Il ne faut pas qu'on soit parano. Il faut plutôt qu'on essaye de trouver des toits aux Sénégalais. C'est ça la véritable question qui doit se poser. Il faut plutôt qu'on essaye de dire comment on va faire pour que à RLAO, qui est un programme comme ce qui avait lieu en 55-56, qui est de petits HLM. Je ne sais pas. Comment peut-on faire aujourd'hui pour résorber le gap de logement? C'est ça qui est plus important que d'aller ferrailler sur Internet. Bon, non. Je pense que si on ne se pose pas les bonnes questions, on n'aura jamais les bonnes solutions. Nous avons encore une fois le talent, les capacités individuelles, collectives, sociologiques, socio-ethniques, etc. Notre pays a un soubassement, notre pays a un capital, notre pays a des valeurs, notre pays a un trésor. Il nous faut, nous, être capables de voir quel est ce trésor, comment nous pouvons l'utiliser, comment nous pouvons en faire des forces motrices pour le changement ou pour le développement. Si nous ne sommes pas capables de cela, bon, maintenant, il y aura toujours des forces antagoniques. Si vous avez des forces motrices, vous, du point de vue physique, il y aura toujours des forces antagoniques. Il faut être capable de vaincre ces forces antagoniques, de rester avec vos valeurs, de rester avec vos capacités de développement. Il y a un certain nombre de barrières, de garde-fous. C'est le rôle de l'exécutif à poser. Il y a un certain nombre de protections collectives que nous devons à l'individu. Il y a un certain nombre de rééquilibrage que nous devons, d'actions que nous devons poser pour permettre que chaque Sénégalais puisse avoir sa chance, pour permettre qu'il n'y ait pas de Sénégal oublié ou de Sénégalais oubliés, pour résorber ou réduire, comme le terme médical le veut, ces différentes fractures. Mais je pense qu'on n'est pas dans le bon wagon. On n'est pas dans le bon train même. Si on n'est pas dans le bon train, on sera, quel que soit le wagon, ça sera. Nous sommes aujourd'hui dans un monde mondialisé. Nos enfants ont accès aux nouvelles technologies, Facebook, Internet et autres. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas aussi penser à ce que nous apportons? Il faut combiner les deux. Il faut combiner les deux. On ne peut pas se réveiller et puis se couper du monde. On ne peut pas aujourd'hui s'empêcher d'utiliser un téléphone cellulaire. Dans le fin fond de n'importe quel village, c'est un moyen de communiquer. Au contraire, il a permis de rapprocher les gens. Il y a des dérives, il y a un certain nombre de choses auxquelles nos enfants ont accès, ce qui nous donne un certain nombre d'obligations supplémentaires par rapport à nos parents et nos grands-parents. Mais nous ne pouvons pas, je pense que nous ne devons pas avoir peur de l'avenir pour nous-mêmes. Si nous prenons en charge nous-mêmes notre propre destin et notre propre avenir. Ou, par contre, personne ne le fera à notre place. C'est ce qui fait que nous devons penser à nous. Les autres pensent à eux et essaient de combiner avec nous. Mais on devrait pouvoir le faire. On devrait pouvoir avoir sur Internet des pages en poulard, des pages en... Bon, j'ai vu une page sur Wikipédia en Wolof. Bon, c'est ce genre de choses.
encore une fois, ces afrocentristes ou ces tenants de la Renaissance africaine avaient à l'époque montré que on peut tenir une langue. Moi, j'ai déjà eu un enseignement de mathématiques appliquées en Wolof avec le professeur Sakhir Cham. Et puis sur la théorie de la courbe vibrante, donc quelque chose d'extrêmement compliqué à expliquer. Utiliser un terme Wolof pour dire quel est le développement en série de Fourier n'est pas donné à tout le monde. Il a pu le faire, mais on n'en entend même plus parler. C'est comme si nous devenons tous amnésiques. C'est valable pour le logement dont j'avais parlé tout à l'heure. En 1955, l'État du Sénégal avait décrété que tous les fonctionnaires doivent avoir accès à un logement décent. Et il s'est donné les moyens pour que ces fonctionnaires aient accès à ce logement. En 2013, 2014, on nous sort une loi qui prend dans ta poche pour mettre dans la poche de Mamadou Omar. On diminue le loyer en disant tu prends, des gens se sont battus pour 6 000 francs, tu me payes 20 000, tu me payes 14 500, mais de police. Non, je pense que c'est ça qui est paradoxal chez nous. C'est pas vieux. Ceux qui l'ont fait sont encore vivants. Il y en a qui sont encore vivants. La création de la SICAP, le rond-projet d'eau, tout ce que vous voulez. Absolument, ça c'était du temps du président Mamadou Dia. Il y avait une vision à l'époque. Oui, il y avait vraiment une vision à l'époque. Le premier plan de développement économique et social du Sénégal, si vous le regardez, absolument. Si on vous dit que, j'ai une copie chez moi, si on vous dit que c'est le président Mamadou Dia, vous avez du mal à y croire. C'est ça. Parce que ce sont des problèmes qui se sont posés il y a 3 ou 4 ans. Vous avez l'impression d'avoir découvert la roue. Ouais. Le président Mamadou Dia l'avait posé. Il y avait un schéma, il y avait une réflexion. Comment se fait-il que les gens qui ont un salaire qui étaient commis dans l'administration, gardiens de la paix, aient pu avoir accès à un toit? Vous êtes locataire, moi je suis locataire. Jusqu'à quand? C'est impossible. Comment il faut réfléchir? Il y a des Sénégalais qui peuvent apporter une contribution. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que nous puissions dire que, au lieu de, pour terminer là-dessus, dire que bon, on va baisser le coût du loyer, on va appliquer la surface corrigée. C'est une loi qui date de 65, révisée en 77, un décret, pardon. Donc qu'on va réviser. Ça, c'est des mesures législatives, c'est des mesures réglementaires. L'économie est régie par la loi de l'offre et de la demande. Le prix du loyer se fixe par la loi de l'offre et de la demande. Si la demande, les logements sociaux, il faut augmenter l'offre. On ne peut pas diminuer la demande. On ne peut pas mettre des bombes dans les trucs pour tuer tout le monde. Donc il faut augmenter l'offre. C'est ce qui avait été fait juste avant l'indépendance, aux premières années de l'indépendance. Ouais. C'est ce qu'il faut faire en allant aménager peut-être à la sortie de ce programme 200 000 logements. Et c'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose qui va créer 300 000 ou 400 000 emplois. De vrais emplois, pas des annonces des maçons, des menuisiers, des coffreurs, des ferrailleurs, des femmes qui posent des carreaux, etc., etc. On peut le faire en raison de 40 000 emplois par an, 40 000 maisons par an. Ce sont des Sénégalais qui vont acheter ces maisons. Comment on a garanti les premières maisons de la SICAP? Comment on a monté ça? Il n'y avait pas d'apport personnel. Les gens ont réussi à l'époque à le faire, et maintenant c'est comme si c'est une chimère. Quand j'ai fait un débat ici avec Moubarak il y a un an, nous lui avons envoyé notre proposition à l'époque, qui a été sabotée. Je crois que vous êtes... C'est quand même ahurissant dans ce pays que ce que nos pères ont fait, pères P-E-R-E-S et A-I-R-S, ont fait, et que nous ne puissions pas le faire. Très rapidement, par rapport justement à Internet aujourd'hui, au-delà des données personnelles dont on parle, il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence économique. Il y a un espionnage qui se fait dans ce genre de situation. On ne se sent pas bien armé par rapport à cela. Mais non, moi je ne poserai pas le problème en ces termes. Parce que pour qu'on nous espionne, nous, il faudrait qu'on ait quelque chose sur le plan économique, qu'on ait créé quelque chose. On ne crée absolument rien du tout. Mais par contre, moi je dis au contraire, nous pouvons justement utiliser ça pour espionner les autres, essayer de créer, parce que nous on n'a rien créé. C'est comme vraiment disait Césaire, EAS pour ceux qui n'ont jamais, EIA pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, jamais rien dompté, jamais rien créé. On n'a jamais rien créé. Mais par contre, si on peut utiliser justement l'internet pour faire de l'espionnage industriel, pour avoir des process, etc., pour développer notre pays, pourquoi pas? Moi j'applaudis, parce que tout simplement nous, s'il y a espionnage, c'est les autres qu'on espionne, ils ont créé, nous on n'a rien créé. Donc autant si on pouvait voler des secrets industriels, etc., pour développer nos pays, pourquoi pas? Moi je suis... est-ce que justement cette discipline-là est développée dans notre pays? Est-ce que vous enseignez à nos jeunes? Justement non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, etc. Encore une fois, développer un pays, c'est vraiment une vision, c'est être patriotique, c'est être visionnaire, fixer le cap, comme l'avait fait pendant les premières années de l'indépendance le président Mamadou Dia. Il avait une vision, il avait fixé le cap, et il avait aussi, et ce que les gens ont tendance à oublier,
il avait la cravache. Le courage. Il faut un leadership. Il faut un leadership fort, éclairé pour développer nos pays. Mais il ne faut pas, parce que quand on dit que c'est la démocratie, il y a des gens au Sénégal qui considèrent que c'est l'anarchie. C'est la démocratie, etc. Or, allez aux États-Unis, il n'y a pas un pays où la police est la plus répressive. Vous grillez un feu rouge, les policiers vous prennent, ils vous mettent les menottes, ils vous amènent. Parce que personne ne grille un feu rouge. Pas même le président de la République, pas le ministre, pas le sénateur, personne. Parce que c'est la loi, tout le monde la respecte. Sinon, vous avez affaire à la justice, vous rendrez des comptes à la justice. Donc, il faut dans nos pays vraiment des leaderships forts. Moi, l'exemple que je cite toujours, et je dis que moi, je rêve d'un chef d'État au Sénégal. Je rêve, par exemple, d'un Jerry Rawlings qu'on nous aurait prêté, qui aurait dirigé le Sénégal. Au bout de 20 ans, on aurait atteint l'émergence. Ou alors, qu'on nous prête un Yaya Diamé pendant 12 ans, vous verriez que le pays aurait changé. Merci infiniment, mes invités. Mamadou Oumar Ndiaye, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Témoin, et Abdoulaziz Gueye, ingénieur polytechnicien. Merci d'avoir été à Rewmi Ménage. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique. Merci à tous. Bon dimanche.